Ça y est, le micro est branché. Bon, ce soir, je vais vous parler chinois, comme vous pouvez le voir. Bon, en tout cas, je vais essayer de vous dégrossir un peu ce que c'est que la blockchain. Hop, et voilà. C'est bon, vous voyez bien. Ah, super. Avant de commencer, qui a entendu parler de la blockchain ici? Ah, c'est bien ça, super. Et donc, qui sait ce que c'est que la blockchain ou qui a compris la blockchain? Bon, il y a un peu moins de dos. C'est un peu normal. Avant de commencer la blockchain, je vais me présenter rapidement. Tout à l'heure, Pascal l'a très bien dit, je suis de formation d'expertise comptable. Alors, petite précision, j'ai pas le diplôme d'expertise comptable, j'ai pas fait le stage, j'ai pas eu le courage de le faire, mais j'ai suivi tout le cursus pour aller et avoir des compétences là-dessus. À côté, j'ai d'autres compétences aussi, puisque j'ai suivi des cours d'informatique et j'ai aussi beaucoup de connaissances là-dessus, ça me passionne. Et à côté, je dirais surtout, je suis entrepreneur et avec mes associés, nous avons créé Postme.io où le nom de la structure s'appelle même Blockchain Accounting. Donc vous voyez, je retourne sur mes premiers amours qui est la comptabilité. À côté, je suis conférencier, par exemple à l'EM Lyon, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des entreprises, dans différents autres groupes. J'étais mentor au Bizhackathon du MEDEF aussi, au Blockchain Fest, au Blockfest qui s'est organisé à l'école 42. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai co-créé avec Laurent Leloup, notre président, l'association France BlockTech, où nous sommes des tueurs de la blockchain, de cette technologie, et on est là pour un peu la promouvoir, ou en tout cas pour faire de la culturation avant toute chose. Voilà, bon, maintenant, la partie Laurent Fliscourt est passée. On va partir tout de suite sur ce que c'est que la blockchain. Et avant de rentrer dans la blockchain, alors je vais voir si... voilà, il me semblait bien qu'il manquait une partie. Moi, j'aime bien ce que disait Michel Serres une fois en écoutant ses émissions. C'est un philosophe français qui parlait que les technologies dans le temps a toujours externalisé certaines fonctions de l'homme. Et ici, dans ce petit schéma, on voit assez bien parce qu'une fois qu'on a inventé l'imprimerie, on a pu externaliser la mémoire, qui est une des fonctions de l'homme quand même. Donc il y a une période, on n'était plus obligé d'apprendre par cœur puisque tout était écrit sur les livres. Quand on a créé la machine à vapeur, on a externalisé justement la fonction de l'homme, cette fonction des muscles et cette capacité justement de porter des choses ou de transporter. Avec les ordinateurs, on a externalisé la fonction de calcul. Les ordinateurs maintenant sont capables de calculer bien plus vite que nous et sur des grandes masses de données. Et avec la blockchain, justement ces trois petits points, enfin ces trois carrés qui sont reliés entre eux, est-ce que ça va externaliser justement une des fonctions de l'homme qui est la confiance? Parce que quand les hommes entre eux s'échangent des biens, des services et un flux d'activité et un flux économique, eh bien il faut qu'on se fasse confiance, et pour cela on imagine bien qu'il y a des organisations qui nous aident à se faire confiance. Et est-ce que la blockchain va disrupter ça? Donc ça, c'est une approche que je dirais un peu plus large, un peu plus haute de ce que c'est que la blockchain dans l'évolution. Alors j'aurais pu mettre Internet, puisque Internet a supprimé l'espace et le temps, puisque maintenant on peut s'envoyer des informations rapidement. Voilà, bon après il y a bien entendu bien d'autres technologies, mais j'ai voulu donner cette image-là que Michel Serres à apporter. Alors voilà, ce que c'est que la blockchain, on a entendu, enfin tout le monde a dû entendre beaucoup de mots comme minage, clé privée, wallet, smart contract, consensus, cryptographie, et la blockchain c'est un peu tout ça. Aujourd'hui je vais essayer de vous dégrossir tous ces mots-là, mais j'aurai une approche volontairement un peu plus informatique et je dirais même un peu plus application. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une dès qu'il y a une technologie, on l'a bien vu dans une précédente conférence avec l'intelligence artificielle, mais derrière comment on communique avec elle, comment on interagit, qu'est-ce qu'on fait avec, eh bien j'aurai cette approche-là, puisque sinon à la fin ce n'est qu'une technologie, une base de données où c'est impalpable et il faut bien interagir avec elle, ou en tout cas en faire quelque chose et d'avoir des usages. Donc c'est le but d'aujourd'hui, de vous montrer des usages et comment on y intègre. Donc voilà, le plan se fera en deux parties. J'explique la blockchain, ce que c'est, puis des exemples d'applications sur blockchain, donc des exemples d'usage. La première partie, on va voir, il y a différents éléments, mais on va revenir là-dessus. Déjà, j'aurais une première question à vous poser. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs blockchains? Oui, je vous écoute. Alors j'entends blockchain privée, blockchain publique. Ça sous-entend peut-être qu'il existe au moins deux blockchains. Vous êtes d'accord avec ce qui est dit? Bon, c'est difficile. Donc, monsieur dit que chaque fois les personnes créent des blockchains en fonction des applications ou des besoins de chacun.
Donc, Bitcoin, ça fait une blockchain, ça fait une blockchain. bon, ben alors monsieur, supposez que dès qu'on veut s'échanger de la monnaie, par exemple le Bitcoin ou d'autres monnaies ou d'autres éléments, ben on peut créer sa blockchain. Ben c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Il existe plusieurs blockchains. Et il faut le voir ça un peu comme une base de données. Tout à l'heure, on a parlé d'une base de données décentralisée. Il n'existe pas une base de données universelle pour gérer, je ne sais pas, les salaires, ce qu'on veut à côté. Non, il existe chaque entreprise peut avoir sa propre base de données et la gérer comme elle le veut et accessible par des applications. La blockchain, c'est exactement ça. Tout à l'heure aussi, on disait des blockchains publiques et privées. Ici, il y a un site qui s'appelle CoinMarketCap. Alors, on ne le voit pas assez bien, c'est un peu flou. CoinMarketCap.com qui référence toutes les blockchains publiques, ou en tout cas dans ce marché-là. Et donc on peut voir qu'il y en a beaucoup, il y en a à peu près 1000, 1100, en tout cas à l'époque où j'ai fait cette copie d'écran, on peut même monter jusqu'à 1500. Voilà. Et la valeur, d'ailleurs, ce site-là permet de donner une valorisation un peu comme à la bourse quand on veut voir ses actions, si elles ont monté ou pas. Bah là, c'est pareil, c'est pour voir si ces crypto-monnaies ont monté ou pas. Et donc, on peut voir que la première crypto-monnaie, c'est bien entendu le Bitcoin, qui au moment de cette copie d'écran valait 9000 $. Et le volume, c'est à peu près 80 milliards de dollars. Il faut savoir que, un peu plus, il faut savoir que l'ensemble des crypto-monnaies et mises là-haut, c'était 400 milliards de dollars. Donc ça représente quand même un sacré marché, mais ça reste une goutte d'eau par rapport à la masse monétaire de chaque pays et puis aussi la masse des actions, etc. Mais ça représente quand même quelque chose. Un peu d'histoire rapidement, j'ai donné quelques dates. La première, c'est Satoshi Nakamoto, c'est ce pseudonyme qui a créé la blockchain et la première blockchain, et je dirais la première technologie blockchain. Ça a été fait en 2008 et le premier bloc qui a été créé dans la blockchain Bitcoin a été fait le 3 janvier 2009. Donc comme on peut le voir, ça fait quand même déjà quelques années que ça existe. Et le Bitcoin à l'époque, c'est-à-dire quelques mois plus tard, valait même pas un centime de dollar. C'est un millième de dollar. Et petit à petit, à force que les gens s'échangeaient des bitcoins avec confiance là-dessus, le bitcoin a dépassé les 100 $ en 2013, les 1000 en 2017 et même les 10 000 ce Noël-ci, puisque ça a fait parler de lui vu les spéculations qu'il y a eu sur ce marché. Donc voilà, donc ça a quand même une longue histoire, la blockchain, en tout cas celle du bitcoin. Et ceux qui disent que ça ne fonctionne pas, que ça pas mal de problèmes. En 10 ans d'existence, je pense qu'elle a prouvé qu'elle a une certaine fiabilité, elle est toujours là et elle permet toujours à des personnes d'échanger. Donc ça, c'était pour prouver sa persistance dans le temps. Alors, quelle est sa définition? Tout à l'heure, Pascal en a donné une petite qui provient de Blockchain France. Moi, je vais vous la lire. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe de contrôle. Central, je parle. Moi, quand je lis ça, moi je comprends pas. Même moi qui adore la blockchain. Et sincèrement, moi je préfère une autre définition. Vous verrez, elle est un peu plus pragmatique. J'ai même mis des icônes. Pour moi, la blockchain, c'est un grand livre. Alors je suis comptable, je sais ce que c'est, je vous expliquerai après ce que c'est, qui est dupliqué dans un réseau, donc il n'est pas tout seul, il est dupliqué dans un réseau dans lequel plusieurs personnes peuvent le voir, peuvent y accéder, puisque c'est dupliqué, tout le monde peut le dupliquer, et dans lequel chacun peut lire et écrire des informations. Mais on ne peut écrire que si on est légitime. Donc c'est pas n'importe qui peut écrire. Nous, le petit cadenas sur le bout du stylo. Voilà, donc déjà, là-dessus, on se rend compte que c'est une sorte de base de données qu'on appelle grand livre, qui est répartie un peu de partout, que chacun peut avoir, et on peut avoir des actions comme lire et écrire. Voilà ce que c'est que la blockchain. Alors là, je vous ai expliqué le comment de la blockchain. Mais concrètement, c'est ce que je disais, c'est une base de données qui a vraiment deux particularités. La première, c'est une particularité, c'est un registre. Comme je disais tout à l'heure, un grand livre. Je vous l'expliquerai un tout petit peu après. Et la deuxième, c'est qu'elle est décentralisée. Contrairement à toutes les bases de données qui ont toujours été centralisées, là, il y a ce phénomène de duplication. Et sa fonction, bon déjà c'est sûr, c'est pour stocker des données, une base de données ça sert à ça. Mais ça va permettre de sécuriser des données et on va se rendre compte après pourquoi ça sécurise les données. Et aussi, sa fonction c'est de les rendre accessibles, immuables et quelque part auto-auditer les données qui se trouvent dedans. Savoir si elles sont véridiques ou pas, ou si elles existent ou pas.
Voilà, alors moi souvent je compare la blockchain un peu comme l'imprimerie de Gutenberg, où Gutenberg n'a pas développé une nouvelle technologie, mais plutôt assemblé des technologies qui existaient. Par exemple les caractères, ça composait déjà des mots, ça existait au moment où il a créé l'imprimerie. La presse, ça existait déjà pour écraser le raisin, donc il a simplement repris un mécanisme qui existait déjà. L'alliage au plomb, ça servait pour l'altérie. Voilà, donc on voit bien qu'il a repris un ensemble de choses et il en a fait une nouvelle technologie qui a quand même disrupté. Enfin, on pourrait quand même dire que dans l'histoire, l'imprimerie a aidé à l'humanité d'avancer, ou en tout cas ça a permis d'avoir une grosse modification et ça a permis de disrupter. La blockchain, on peut le voir la même chose. C'est exactement un assemblage de technologies qu'ici j'ai mis un peu comme ça. On voit bien qu'ici on a une blockchain dans un endroit qui peut être dupliqué et dans cette blockchain on a un registre, on a de la cryptographie, on a du hash. Et ici cette blockchain peut être dupliquée dans un réseau, il y a des technologies de réseau justement. Et comment on gère un peu tout ça? Il y a un système de consensus. Donc maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter chacune de ces technologies et l'intérêt que ça a autour de cette base de données. Ça va, c'est pas trop flou? Très bien. Alors, je compare aussi que souvent la blockchain Internet. Internet, ça a permis le transfert d'informations de façon instantanée, de supprimer justement le temps, l'espace. Eh bien, la blockchain va permettre du transfert d'actifs. Et uniquement ça. Et on verra pourquoi après. Alors, on va voir beaucoup de choses après, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est du teasing. Alors déjà, on va parler du registre. Donc le registre, je vous remettrai à chaque fois cette copie, cet écran-là, pour que vous sachiez de quoi on parle, d'un point de vue un peu macroscopique. Alors le registre, c'est très simple, tout le monde a entendu parler, tout le monde doit savoir plus ou moins ce que c'est qu'un registre et j'ai donné quelques exemples qui sont parlants. Par exemple le cadastre, c'est là où on gère justement les biens immobiliers de chacune des personnes. Et comment ça se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui à un moment donné dans un endroit, dans un livre, va dire une telle personne dispose de tel bien, telle adresse, et ainsi de suite. Et s'il y a un transfert justement de propriété, c'est toujours dans ce cadastre, donc dans ce registre, que l'on va dire qu'il y a un changement de propriété. Et qui a le droit justement d'écrire dans ce registre? Il y a des personnes qui ont cette autorité publique pour enregistrer dessus et ce sont des notaires qui au passage prennent quelques frais, mais c'est leur rôle. Et eux, comment ils travaillent? Ils travaillent justement sur ce registre-là. Les relevés bancaires, quand vous recevez aussi vos relevés bancaires de votre banque, les différents mouvements qu'on peut avoir au débit et au crédit, derrière ce n'est qu'un registre qui est détenu par une banque, via une base de données qui est un peu particulière et qui ne fait que ça. Donc ça aussi c'est un registre. On a aussi le registre du personnel. Donc dans les entreprises sont obligées de noter tous les mouvements des différents salariés, quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils sont sortis. C'est un registre. D'une date à une autre date, on va définir justement qui est arrivé, qui est parti. Donc c'est temporel et un registre ça sert à ça, à donner des informations de façon temporelle. Un registre par rapport à des bases de données un peu classiques, je dirais des bases de données qui mettent en relation justement des objets, des choses. Par exemple, j'ai vendu 3 produits à tel client, on va avoir dans une base de données classique la facture, le client, les produits, et on va mettre en relation tous ces objets-là. Une blockchain, enfin pas une blockchain, d'abord un registre ne permet pas de faire ça. Mais un registre par contre, lui ce qui permet c'est juste d'écrire et de lire des informations. Et justement dans des bases de données classiques, on a des opérations de base qu'on appelle ça le CRUD en anglais, mais c'est pour créer, lire, modifier la donnée et aussi supprimer la donnée. D'ailleurs, même maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on utilise de moins en moins la modification de la donnée et voire même de moins en moins la suppression de la donnée. Et quelque part, les bases de données tendent à aller vers ce système-là, c'est-à-dire d'écriture et de lecture. Donc on ne fait que lire et que d'écrire. Et d'ailleurs, en informatique, ça c'est souvent utilisé, c'est ce que moi j'appellerais des log chains. Sur un serveur, il peut avoir des logs, qui c'est qui s'est connecté, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème à tel instant. Et ça sert beaucoup pour retrouver des bugs ou des problèmes, parce qu'un log va nous permettre de façon temporelle de rejouer justement ce qui s'est passé sur le serveur. Et ça c'est très important. Donc les registres, c'est quelque chose qui existe bien d'un point de vue économique, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi d'un point de vue informatique, on peut s'en servir pour gérer ou en tout cas maintenir des serveurs. Et concrètement, comment on enregistre ça sur la blockchain? Alors là, j'ai mis un format, ce qu'on appelle JSON, mais peu importe le type visuel. Mais c'est très simple, on peut dire que le numéro 5 a envoyé à 12 un montant de 65. Et voilà ce qu'on peut retrouver dans la blockchain. Des choses très simples
Et ça, c'est un registre. Alors, j'ai oublié de mettre, bien entendu, la date, mais la date se trouve au niveau des transactions là-haut. Et ainsi de suite. Et on voit que, petit à petit, 5 a donné à 12 pour 15, et ainsi de suite. Et bien ça, ce ne sont qu'une liste de transactions. Et les transactions, ce sont vraiment les échanges qu'on a entre utilisateurs. Tout à l'heure, on parlait de la blockchain Bitcoin. Et ben, on pourrait dire que les 65 unités ici, ce sont des Bitcoins. Et voilà comment on échange de la valeur entre deux personnes. Mais le montant qui se trouve ici, on pourrait dire que ce sont un bien immobilier ou tout autre, peu importe. Du moment que c'est un actif, du moment que ça peut être tangible. Et là, on peut prouver, à un moment donné, qu'une personne envoie à une autre personne quelque chose. Alors, on peut prouver, simplement, on a enregistré quelque part dans un registre qu'il y a eu un mouvement. C'est tout. Dans la réalité, si j'enregistre ça dans une base de données, mais que je ne vous donne pas le produit dans la réalité, elle ne va rien pouvoir faire. Elle ne fait pas encore le café, la blockchain. Eh bien nous, en comptabilité, ce système de registre, on l'a déjà. C'est très, enfin, j'allais dire, dans notre métier, c'est quelque chose qui est très important, puisque dans un registre, enfin, en comptabilité, on a ce qu'on appelle un outil qu'il se nomme grand livre, mais c'est ni plus ni moins qu'un registre, où on va mettre des opérations comptables, on va mettre des écritures comptables, un peu comme quand vous recevez votre relevé bancaire. On va mettre du débit, du crédit, et moi j'ai vendu 100 € de produit à un client, et bien sur sa comptabilité, dans un grand livre, on va voir 100 €. Et on va dire j'ai vendu tel produit à tel client. Et ça c'est tracé dans la comptabilité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on trace ces opérations, ces flux économiques et financiers d'une entreprise dans ce grand livre par période. Alors ici, c'est une période identique à l'année civile, mais on pourrait mettre une période fiscale qui serait de juin justement à mai par exemple. Donc ça dépend des exercices fiscaux des entreprises. Et une fois qu'on a fini cet exercice fiscal, on va aller le clôturer en fin d'année. On n'aura plus le droit de le modifier. Et on ouvre un nouvel exercice fiscal, donc un nouveau grand livre, où on va mettre les ventes de l'année 2017. Et celui-ci, on va le clôturer et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si jamais dans notre logiciel de comptabilité, on s'amuse à changer des données, par exemple ici, eh bien, ça aura une répercussion sur le grand livre de 2017 parce qu'imaginons que j'ai dit que j'ai vendu beaucoup plus à un client, je le modifie dans 2016, ce qu'on appelle nous les reports à nouveau, c'est-à-dire combien le client nous doit s'il ne nous a pas encore payé, va se reporter en 2017 et en 2018 et ainsi de suite. Et donc le solde client, ça a une importance. Donc pour nous, cette maîtrise de la comptabilité par des périodes et d'enregistrer des transactions, ça se fait de partout, toutes les entreprises le font au quotidien. Et ça, le grand livre, c'est un outil pour nous aider à réaliser ce genre d'opération. Et bien la blockchain, quelque part, on peut le voir aussi que c'est un grand livre, puisque dans un bloc, comme dans un grand livre, tout à l'heure je disais 2016, on va mettre les différentes transactions, et les transactions je vous ai présentées tout à l'heure, où un tel donne un tel montant à une autre personne. Et à la fin, on va pouvoir avoir justement des soldes et des opérations qui pourraient être liées d'un bloc à l'autre. On verra après comment c'est lié. Il faut savoir que tout à l'heure je parlais de grands livres où ça s'actualise chaque année, en tout cas on les bloque chaque année, si on pourrait dire ça comme ça. Ici, selon les technologies blockchain, on va pouvoir les bloquer en fonction d'autres périodes, beaucoup plus courtes. Le Bitcoin, c'est tous les 10 minutes, et l'Ethereum, qui est une autre blockchain assez connue, c'est toutes les 15 secondes. Donc, dans toutes les 15 secondes pour Ethereum, on va avoir un ensemble d'opérations, et après, on pourra faire autre chose, et ainsi de suite. Voilà, donc là, je vous ai expliqué le grand livre. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un hash. Alors tout à l'heure, le grand livre lit ici, c'est un registre, maintenant un hash qui est en bas, là-bas à droite. Alors le hash, c'est très simple, il faut le résumer comme celle-ci, comme ça, c'est une empreinte d'un fichier ou d'une information numérique. Alors, quand on dit une empreinte, une information numérique, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être simplement un texte, hello, mais qu'on a tapé sur son ordinateur. Et quand on réalise un hash via une fonction mathématique, une fonction de hash, ça va aller définir justement des chiffres complètement incompréhensibles. Comment dire, le hello, quand on fait un hash avec une fonction de hash de hello, ça va nous donner celui-ci. Donc là, j'ai utilisé le hash, je crois que ça doit être le MD5, je ne sais plus lequel j'ai utilisé des deux. Et on arrive avec un résultat comme celui-ci. Donc ça veut dire que à chaque fois que j'ai tapé hello, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ce résultat final dans ce message. Par contre, si je tape 3 fois hello, donc le texte est 3 fois plus grand, voire même un peu plus parce qu'il y a les espaces, et bien on se rend compte que le hash, le résultat final reste le même. La donnée totale reste la même. On ne va pas agrandir le hash. Donc ça, c'est un avantage, ça permet d'avoir ici, comment dire, un résultat final qui sera toujours normé.
Et si hello, on lui ajoutait un caractère, mais juste un caractère, ou on modifie un caractère, eh bien on voit que c'est toujours la même taille, mais en plus on se rend compte que le résultat est complètement différent des premiers. Et si on veut faire un hash d'un livre complet et qu'on modifie une virgule, le hash sera totalement différent. Bah, grâce à ça, on pourrait dire que si on fait un hash d'un livre et qu'à un moment donné on se dit voilà ce que j'ai écrit, et si quelqu'un me spoil mon livre, enfin en tout cas le copie, moi je pourrais prouver qu'à un moment donné, j'ai bien écrit ce livre jusqu'à la virgule près, grâce à un système de hash. Et donc tout fichier numérique a son empreinte, un peu comme tout être humain dispose de son empreinte, et elle n'est pas la même. Donc là c'est pareil, et en fonction il y a différentes fonctions de hash qui peuvent même complexifier la chose. Alors attention, dans ce système de hash, on ne peut pas partir de l'empreinte vers le texte initial. Bah, c'est comme si une enquête policière avait bien l'empreinte d'une personne, mais on ne connaît pas son nom. Il faudrait pouvoir avoir une base de données qui permet de faire le lien entre les deux. Mais par contre, le jour où on prend l'empreinte d'une personne ou d'un suspect, bah, on pourra le confronter à ce qu'on a mis justement dans son enquête. Voilà, c'est un peu la même chose ici. Ça peut servir de preuve à terme. Alors le hash, à quoi va servir dans la blockchain? Eh bien en fait il va servir un peu comme les reports à nouveau dans les grands livres comptables, c'est qu'à la fin on va faire un peu les soldes. Et bien le hash, on va se dire tiens ici il y a un ensemble de caractères, donc un message, et on va en faire un hash. Donc ça va donner une opération, comme on a vu tout à l'heure, quelque chose d'illisible. Et on va se servir de ce hash pour l'ajouter à une prochaine transaction. Et la prochaine transaction, on va réutiliser, en tout cas le prochain bloc, on va réutiliser le hash de celui-ci, mais avec aussi les caractères du premier hash. Résultat, ça va donner ici un autre hash qu'on va appeler H1. Si jamais ici je modifie une information, le hash sera différent. Donc ici, on va avoir un hash différent. Et si je fais la somme des deux, en tout cas je fais un hash des deux éléments de l'ensemble des caractères, et bien ce hash-là sera différent. Et on reporte encore de nouveau à droite. Résultat, en changeant une opération dans le passé, on voit bien que ça a une répercussion version un peu domino, et ça répercute sur l'ensemble des hash, et le H1 et le H2 n'est plus le même. Alors on peut rendre ça avec une formule mathématique que je vais passer pour aller au plus vite, mais on voit bien qu'ici à chaque fois on prend en compte le hash de l'opération précédente, et donc quelque part des transactions précédentes. Et donc le hash, on a bien vu, ça aide à reprendre les données précédentes, mais ils ont rajouté, en tout cas celui qui a créé la blockchain, Satoshi Nakamoto, a rajouté une difficulté. C'est qu'en plus de la transaction, on va ajouter ce qu'on appelle un nonce, mais simplement une donnée supplémentaire, et avec cette donnée supplémentaire, on veut que le hash, avec cette donnée supplémentaire, c'est un jeu tout simplement, représente une certaine somme, comme ici 400. Alors on a bien vu tout à l'heure c'était des caractères alpha numériques, mais ça pourrait être aussi 400, 000 jusqu'à 400. Et là l'idée maintenant, en faisant le nonce 0, nous on veut un chiffre qui soit inférieur à 100. Donc si pourquoi on fait ça? C'est pour que chaque bloc, quand il se crée, on lui ajoute de la difficulté à se créer. On verra après pourquoi on ajoute cette difficulté, mais ça va permettre non pas de créer un bloc comme ça très rapidement, mais de trouver un bloc en fonction d'une certaine règle de jeu qui est ici de trouver un hash qui soit inférieur à 100 en lui rajoutant une donnée qui est le pivot de cette donnée. Et là on va jouer, on va essayer de trouver on va jouer avec le 0, et bien là le hash sera 400. Si on met le nonce, c'est-à-dire ce pivot à 1, on aura 500, donc c'est toujours pas bon. Si maintenant le pivot c'est 2, on trouve 80, bah ça c'est bon, et donc on pourra se dire ok, on peut clôturer ce bloc, cette transaction, et on va s'en servir après pour créer un autre hash. Alors vous allez me dire pourquoi on se complique la vie, on verra après à quoi ça sert, mais il faut juste se rendre compte d'une chose, c'est que le nonce, s'il est égal à 3, on aurait pu avoir un résultat qui est égal à 60, ce qui veut dire que c'est toujours inférieur à 100. Donc le chiffre 3, le nonce 3 peut être aussi un résultat positif, et il peut en avoir plusieurs. Pas une infinité, mais un certain nombre. Donc voilà, le but du jeu, c'est qu'on trouve ceci pour clôturer justement une transaction et ouvrir une autre transaction. Et bien en faisant ça, bon, alors ici je redonne la formule mathématique qui permet d'avoir le H0 avec un certain nonce, si on rajoute le nonce et ainsi de suite, on arrive jusqu'à l'infini avec le H de droite. Pourquoi on fait ça? C'est que quand on va
fermer un bloc, eh bien l'idée c'est d'apporter de la complexité dans la fermeture de ce bloc et que c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que ce n'est pas un humain qui est capable seul de son côté à fermer ce bloc et à se dire on va en créer un autre. L'idée c'est qu'on souhaite que derrière c'est une machine qui trouve ce résultat, comme je disais tout à l'heure, 100, et que ça soit qu'une machine, parce que les possibilités pour trouver 100 elles sont énormes, mais juste vraiment gigantesques. Et en faisant ça, eh bien on est certain que c'est pas un homme qui va aller fermer justement ce registre, en tout cas pour l'année 2016 ou la transaction 1, mais c'est bien une machine qui va, en fonction d'un jeu, comme on a dit tout à l'heure, inférieur à 100, à le faire. Moi je dirais c'est un peu l'anti-captcha. Il ne faut pas que ce soit l'homme qui trouve la solution, il faut que ce soit la machine. Le captcha, vous voyez ce que c'est quand il faut saisir des chiffres, qu'on n'y arrive jamais, on ne sait pas si c'est en majuscule ou en minuscule, mais c'est pour prouver que c'est un humain. Ben là c'est l'inverse, il faut prouver que ce soit une machine. Et Satoshi Nakamoto, quand il a fait ça, c'est qu'il a pris en compte aussi un autre élément, il a pris en compte que les machines évoluent, la puissance informatique évolue avec justement la fameuse loi de Moore, où tous les 1 an et demi, il y a un doublement des processeurs, enfin des transistors dans les microprocesseurs, ainsi de suite. Donc pour prendre en compte ceci, il s'est dit, bah voilà, on va créer un hash qui est égal à où le premier chiffre soit obligatoirement un 0. Donc on a une transaction, comme on a vu tout à l'heure, eh bien il faut qu'on trouve un nonce qui soit égal à, ou au moins on trouve un 0. Après on peut avoir beaucoup de résultats. Donc avec ça, c'est assez simple, puisque trouver un seul 0, on voit qu'il y a pas mal de possibilités, on y arrive, mais après on peut augmenter la difficulté. Et là, on a encore des étapes. Et c'est exactement ce qui se passe dans les blockchains, c'est que plus ça avance, plus la difficulté devient complexe et plus il faut de la puissance de calcul pour trouver le hash qui correspond, en tout cas le nonce, et donc le bon hash qui correspond à ce jeu. Et en faisant ça, plus on va dans le temps, plus on s'assure que les machines ne sont pas capables en une seconde de trouver le hash et que ça devient vraiment complexe, et d'où anti-captcha. Voilà, le hash est assez compliqué, vous avez compris. L'idée, c'est qu'on ne clôture pas un registre uniquement par un humain. C'est une machine par un mécanisme de calcul. Voilà. Et le hash ne sert qu'à ça, en fait. Enfin, en partie. Bon, maintenant qu'on a vu le registre, le hash, eh bien, on va voir ce que c'est que le réseau. Mettre une base de données en réseau. Alors, quand un registre est centralisé comme ici, où tout le monde peut écrire, il peut tout de suite se poser la problématique de si lui il écrit en même temps que lui, ou est-ce que c'est lui qui a le droit d'écrire et pas lui, et on peut voir que ça peut poser souci. Alors c'est vrai, quand on est dans une entreprise, on est en réseau, on a une application qui nous permet d'accéder à la base de données, nous avons des règles qui enregistrent quoi et comment on sait que c'est lui qui enregistre, mais quelque part, à un moment donné, il y a un administrateur de la base de données qui est tout puissant dans ce registre. Il peut décider, sans que les utilisateurs le sachent, de modifier une opération, comme on a vu tout à l'heure avec le système de CRUD. Alors encore, avec un registre, on ne fait que de la lecture et que de l'écriture, donc on pourrait limiter ça, mais on pourrait tout à fait très bien dupliquer ce livre, supprimer une opération, puis le remettre dans le réseau. Donc voilà, donc ça pose aussi un autre problème d'accessibilité, qui a le droit d'écrire, est-ce qu'on a le droit d'écrire en même temps? Et bien justement, le fait de mettre ce grand livre et ce registre en réseau, chacun a la possibilité d'écrire dessus et ensuite ce grand livre se synchronise. Et se synchronise, c'est très simple, ça se fait un peu comme le peer-to-peer quand vous échangez des films ou des vidéos ou de la musique, même si on n'a pas trop le droit, mais derrière la technologie permet de faire ça. Et d'ailleurs, il y a une application très connue qui a utilisé ce type de technologie, c'est Skype. Skype utilisait justement un peu ce réseau décentralisé pour les communications et ça a été fondé justement par des personnes qui avaient fait une application décentralisée comme celle-ci. Avec un mécanisme comme celui-ci, chacun a le droit d'écrire dans son livre et après ça se synchronise. Et résultat, si un livre tombe, il n'existe plus, eh bien les autres livres existent toujours. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça permet d'avoir une persistance du livre. Maintenant, il y a aussi autre chose. Si y en a un, il modifie une donnée dans un livre, les autres, ils vont voir que sa donnée a été modifiée. Donc quelque part, il a voulu peut-être tricher, modifier une transaction qui soit en sa faveur. Et comme les autres, ils sont supérieurs en nombre par rapport à lui, on va dire que la vérité, là pour le coup, c'est la majorité. Et donc son livre à lui peut être éjecté du réseau.
Grâce à un système comme ça, on peut réussir avec ce mécanisme de peer-to-peer de mise en réseau, on peut se dire ok, on a des transactions, non seulement on a vu tout à l'heure c'était compliqué d'ajouter des transactions, ça demandait quand même de la puissance de calcul, mais en plus moi je ne détiens pas la vérité c'est un ensemble de personnes, c'est un consensus. On décide la majorité, mais on pourrait décider que ce n'est qu'une seule personne qui détient la vérité, on peut décider que c'est à l'unanimité, et si on a un qui change, tout est faux. On pourra avoir n'importe quel type de consensus. Donc voilà, le réseau sert à ça, sert à rendre une meilleure accessibilité et en même temps à rendre le registre beaucoup plus fiable vis-à-vis de ses partenaires. Donc, qu'est-ce qu'un réseau centralisé, décentralisé, un livre centralisé ou décentralisé? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je dirais, pour voir de façon globale, centralisé, on a un point central comme une base de données avec plusieurs utilisateurs, mais il y a quelqu'un qui est administrateur tout puissant, il est vraiment le dieu au sein de cette base de données. Et après, on a des réseaux non centralisés où on sent que c'est des pseudo-centralisations qui se relient entre elles. Donc, il y a peut-être des semi-dieux, enfin peu importe, et qui ont certains pouvoirs, mais on sent que déjà tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut, et à la fin on a vraiment un truc complètement éclaté où tout le monde est égal dans ce réseau là. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre pour enregistrer ou lire des informations ou modifier. Alors, bien entendu, on peut avoir des problématiques de synchronisation parce qu'à un moment donné, lui, il va enregistrer la transaction 3 et 5, lui, il va enregistrer la transaction 3 et 9, donc ça va, les deux, ils ont au moins une transaction commune, mais pas la 5 et puis pas la 9. Et après, lui, il va enregistrer la 5, mais pas forcément la 3, et ainsi de suite. Donc, si à un moment donné, il y en a un, il enregistre une donnée, les autres vont se dire, moi, j'aimerais bien aussi enregistrer les miennes, mais on va pas la mettre en double, la transaction 3, donc il faut un peu régler tout ça, il faut mettre un peu d'ordre dans cette synchronisation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, vous vous souvenez du hash et vous allez comprendre son intérêt. Eh bien, le premier qui a trouvé le résultat du hash, ça sera le seul qui pourra enregistrer des transactions qu'il a quelque part dans sa mémoire tampon. Donc, si les quatre se mettent en compétition, ils essayent de trouver le fameux hash inférieur à 100, comme tout à l'heure je l'ai présenté, et que lui, ici, trouve ce hash avant les autres, eh bien, d'un point de vue consensuel, on va dire que lui peut en mettre en place ces transactions 5 et 9. Et donc dans le grand livre, il va se partager après et ça va se diffuser les transactions 5 et 9. Donc ça veut dire que lui, s'il veut mettre la transaction 3, il faudra qu'il attende la prochaine période. Et tout à l'heure, on avait dit toutes les 10 minutes pour Bitcoin, toutes les 15 secondes, pour qu'il de nouveau il rentre en compétition et qu'il puisse enregistrer la transaction 3. Il n'aura plus besoin d'enregistrer la transaction 5 parce qu'elle est déjà dans le livre et elle s'enlève de son tampon. Donc résultat, dans ce grand livre, on a des fois un temps de latence selon les bases de données, et ces temps de latence, c'est des temps liés justement à ce mécanisme de synchronisation des données dans un réseau. Mais ça permet d'être très fiable, puisqu'en fait on peut ici se garantir que c'est lui qui peut mettre ces données, c'est bien la transaction 5 et 9. Alors, quelque part, vous allez me dire, tous ces bonhommes là qui veulent mettre des transactions et puis avoir beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir calculer ces hash, pourquoi ils s'embêteraient à faire ça? Ça consomme de l'électricité et il faut avoir des ordinateurs, il faut les mettre même en réseau, en puissance. Et bien tout simplement, c'est là où je vais rentrer. Pour ce système de consensus, c'est un système de jeu. Donc là, on a vu le registre, les hash, le réseau, et maintenant on va voir le consensus. Et pourquoi les personnes s'amusent à faire ces calculs et à mettre des transactions dessus? Et bien justement, c'est parce qu'à la fin, il y a une récompense. La personne qui aura trouvé le hash, on va lui, d'un point de vue consensuel, d'un point de vue du réseau, on aura décidé que lui reçoit de la crypto-monnaie. Tout à l'heure, on parlait de Bitcoin, d'une blockchain Bitcoin. Toutes les fins de période, toutes les 10 minutes, la personne qui gagne ce petit jeu, lui reçoit 7,5 Bitcoin. Quand on voit le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, potentiellement, il peut gagner toutes les 10 minutes 7,5 Bitcoin, environ 10 000 euros, enfin 10 000 $, un peu moins maintenant. Ça fait une belle somme en fin de journée, juste pour faire travailler un ordinateur. Alors, c'est rentable pour certaines crypto-monnaies, à condition que le prix de la crypto-monnaie soit élevé. Donc c'est ça, c'est qu'il y a une mise en compétition de chacun des nœuds, de chacun des membres de ce réseau, et quand ils se mettent en compétition, qu'ils vont mettre de la puissance de calcul, justement ils vont gagner cet argent, et ça va permettre aux personnes, à des utilisateurs qui avaient la transaction 3 comme on a vu tout à l'heure, de se dire voilà, ma transaction a quand même été mise dans un endroit sécurisé, on ne pourra pas la supprimer. Alors maintenant on va pouvoir tout de suite se dire mais si quelqu'un a une puissance de calcul bien supérieure aux autres, il va toujours gagner.
Mais tout à l'heure, on a bien dit qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Et il suffit de tomber sur la bonne solution tout de suite et avant les autres. Et on peut avoir de la chance. Et tout à l'heure, on avait vu que c'était le nonce 3. Et bien, si quelqu'un qui n'a pas une puissance de calcul énorme, mais qui tombe tout de suite sur le bon résultat, eh bien, il a gagné. Donc, ça laisse aussi des chances à un ensemble de personnes pour faire fonctionner ce réseau. Alors, oui, juste avant de venir ici, pour revenir aussi sur ce système de réseau, on s'est rendu compte tout à l'heure, bon, quand on était à 4, s'il y en a 2 qui sont de connivence et qui disposent de la majorité, ils peuvent modifier les données parce qu'à tous les deux, ils ont cette capacité de se dire, nous, c'est la majorité. Alors, il reste toujours les 2 autres, alors il faudrait qu'ils soient aussi de connivence, et puis comme ça, il y a 2 groupes qui s'affrontent pour pouvoir soit modifier les données, soit dire que dans leur base de données, dans ce registre à eux, c'est bien le bon. Et donc justement tout à l'heure on disait plus il y a de monde dans ce, on l'avait vu dans la vidéo, plus il y a de monde dans ce réseau, plus il y a de nœuds, et bien atteindre justement ce fameux 50% pour détenir la vérité devient plus compliqué parce qu'il faudra une collusion entre toutes ces personnes-là. Donc c'est important d'avoir un nombre de nœuds suffisamment grand pour justement assurer la sécurité parce que plus nous sommes nombreux, plus la vérité détient par ce nombre. Alors attention, on pourrait décider que la majorité ne soit pas à 50%, mais à 25%. Il suffirait de le mettre dans le protocole. Là, pour le coup, pour la plupart des blockchains, ça a toujours été 50% plus 1 nœud, pour détenir justement la majorité. Alors certains disent, comme pour le Bitcoin, il y a des problèmes avec la Chine parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui se trouvent là-bas. Je pense qu'il ne faut pas avoir une conspiration d'un gouvernement à vouloir maîtriser les nœuds. C'est simplement, là-bas, il y a des opportunités où l'énergie est moins chère et même des fois, certains volent l'énergie en se branchant dans les réseaux publics et comme ça, ils peuvent faire leurs calculs. Donc, il n'y a pas encore, je dirais, de consensus mondial pour pouvoir tirer avantage en tout cas pour un gouvernement. Enfin, ça pourrait se faire, mais il faudrait qu'il dépense beaucoup d'argent, tout ça pour casser un bitcoin ou en tout cas une base de données. Alors, jusqu'à présent, quand on voulait organiser un transfert d'argent ou un transfert d'actifs, moi j'appellerais ça plutôt un transfert d'actifs, parce que l'argent n'est qu'un actif, en tout cas dans un bilan comptable. Et bien, jusqu'à présent, comment fonctionnait? Eh bien, on avait des techniques de transfert. Tout à l'heure, on avait bien vu qu'il y avait un grand livre détenu par un expert comptable et que derrière, il avait des méthodes pour enregistrer ça, et puis qu'après, il fallait bloquer ça via son logiciel comptable avec des reports à nouveau. Donc il y a des techniques, il y a des bases de données, des log chains ou ce qu'on veut. Mais à côté, il y a aussi une économie de transfert. C'est-à-dire que quand on réalise une opération comme ça, eh bien au-dessus, il y a une organisation où il y a quelqu'un qui va justement réaliser ce transfert. Tout à l'heure, je parlais d'un notaire. Eh bien ce notaire, quelque part, il représente un tiers de confiance. Et justement, la blockchain, elle casse un peu ce mécanisme-là. On n'a plus besoin d'organisation et la technique et l'économie de transfert s'est réunie au sein d'une technologie. La blockchain ne peut pas fonctionner sans ce côté récompense. Mais en tout cas, différemment, il y a des blockchains qui se font sans, comme Hyperledger d'IBM, où ils ont proposé une blockchain sans mécanisme de confiance, mais on n'est obligatoirement pas du tout dans une blockchain publique, comme on disait tout à l'heure, mais dans une sorte de blockchain privée avec des permissions, etc. Mais si on veut la rendre publique, eh bien, il faut ce système d'économie. Et moi, je le vois bien quand je travaille avec mes développeurs, c'est qu'à un moment donné, tout de suite, avec mes associés justement dans notre projet, ils se disent, attendez, si on fait ça, il va y avoir un problème au niveau économique, ça va nous consommer beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'énergie, et il faut le faire différemment. Donc c'est marrant parce qu'un développeur informaticien qui est très technique imagine un peu l'économie, ou en tout cas les économies à faire quand on utilise ce système-là. Voilà, donc là, plus besoin d'organisation, donc plus besoin de notaire. Tout le monde pourrait se dire, moi j'ai mon bien immobilier, je pourrais vous le vendre. Il existe une base de données, ou enfin en tout cas un registre comme ça décentralisé, où je peux écrire dessus. Eh bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aurait besoin d'un notaire pour prouver que je vous ai bien donné mon bien immobilier? Alors, mis à part le côté législatif, bien entendu. Je parle uniquement au niveau technique et au niveau économique, si c'est faisable. Bon, maintenant on va voir la dernière partie, la cryptographie. La cryptographie va servir, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit que la blockchain c'était un registre qui est dupliqué, on pouvait lire, mais on pouvait surtout écrire à condition qu'on soit légitime. Et bien justement c'est ce côté-là qu'il faut apporter, c'est la problématique de légitimité, parce que moi je pourrais tout à fait dire que je donne un bitcoin de Paul à Alice, ou je prends une personne dans la salle, je dis ben voilà, je prends votre bitcoin et je me l'attribue à moi. Et rien ne m'en empêcherait sur le grand livre, il suffirait juste d'enregistrer cette opération.
C'est qu'une ligne. On a bien vu tout à l'heure, les transferts, c'est assez simple à mettre en place. Eh bien, il faut pouvoir protéger ça, sinon tout le monde va se faire voler soit ses bitcoins ou en tout cas ses actifs qui sont inscrits dans une blockchain. Alors pour ça, il y a peut-être une solution, c'est de créer un mot de passe ou alors d'avoir un serveur d'authentification. Les serveurs d'authentification, c'est un peu les serveurs Google. Vous savez, quand vous allez sur des sites web et qui vous disent vous pouvez vous authentifier via votre adresse Gmail, il suffit simplement de cliquer là-dessus. Et si vous avez une session ouverte, et ben voilà, Google maîtrise votre authentification et on recentralise quelque part cette identification de la personne. Et ben la cryptographie va permettre d'avoir une décentralisation justement de cette identification. Et ça passera par justement un mécanisme qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Alors avant d'arriver sur la cryptographie asymétrique, quelque part c'est prouver que c'est bien cette personne qui a écrit, qui a la légitimité d'écrire et de donner son bitcoin, mais on va d'abord comprendre ce que c'est que la cryptographie symétrique. Et là, tout le monde a déjà, enfin j'imagine quand on est en classe, s'échanger, en tout cas moi je le faisais avec des camarades, s'échanger des codes secrets ou des messages secrets avec ses camarades. Comment on faisait? Eh bien c'est très simple, on avait un message qu'on appelait Hello et on avait un algorithme ou en tout cas un mécanisme de substitution de chacune des lettres où on remplace le A par le B et puis le B par le C. Et donc ici avec ce mécanisme, le Hello, le H se transforme par le I et ainsi de suite. Et après quand mon camarade recevait mon message crypté, bah lui c'était très simple, il connaissait justement mon mécanisme de substitution, puisqu'avant le cours on s'était rencontrés et on s'était dit voilà aujourd'hui on va faire ça, et ben lui après il va remettre le I vers le A, c'est-à-dire il va jouer l'inverse. Et donc là c'est très simple, et comment on arrive à chiffrer un message. Bon, ça c'est bien beau, mais il y a quand même un petit problème, c'est qu'il faut qu'on se voit avant la classe pour pouvoir s'échanger. Parce que si pendant la classe on se dit voilà le message de substitution, ben, les autres camarades le sauront, puis aussi l'instituteur, donc ça peut poser problème. Et c'est là où justement la cryptographie asymétrique rentre, on n'a pas besoin de s'échanger justement cette fameuse mécanisme de substitution, et on a créé un système de double clé. Et c'est ce qu'on appelle justement une clé pour pouvoir chiffrer, c'est ce qu'on appelle un peu sa clé privée. Et bien donc on va chiffrer un message comme là Hello avec sa clé, comme tout à l'heure avec un mécanisme de substitution. Enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est en tout cas l'idée générale. Et après on va avoir une clé publique. Et cette clé publique, on va la donner à n'importe qui. Et vous, avec cette clé publique, vous allez rejouer, mais d'une autre manière, avec un autre algorithme, ce message-là pour retrouver Hello. Et quelque part, vous saurez que c'est moi qui a bien écrit Hello. Parce que si c'est une autre clé publique qui arrive, ou en tout cas si ça a été saisi par une autre clé privée, cette clé publique n'arrivera jamais à déchiffrer le message de cette clé privée. Donc si moi maintenant je vous envoie un message avec ma clé publique, enfin je l'ai saisi avec ma clé privée et je vous dis voici ma clé publique, je la donne à tout le monde, bah vous serez capable de savoir que c'est moi qui l'a bien envoyé ce message. Et grâce à ce système-là, eh bien, moi je ne peux pas donner un bitcoin de Paul à Alice, puisqu'il n'y a que Alice, enfin il n'y a que Paul qui a sa clé privée et qui peut donner justement ces fameux 1 euro, enfin un bitcoin à Alice. Et donc voilà, ici c'est ce que je vous ai dit, on peut dupliquer sa clé et l'envoyer sans avoir peur de la mettre en ligne. Grâce à ça, quand on veut écrire une donnée, c'est pas n'importe qui peut l'écrire, il faut être légitime, il faut avoir cette clé. Alors il y a un petit problème quand même avec cette clé, c'est que dans les réseaux publics, au final, on a une anonymisation des personnes. On ne sait pas qui est derrière cette clé. Donc ça pose quand même problème en termes d'usage, parce que si on s'échange un bitcoin, le gouvernement ne sait pas qu'on s'échange, et comme ça je peux me faire de la plus-value, et donc j'évite de payer les impôts qui vont avec, et je peux, comme ça gagner plein d'argent et spéculer, c'est très simple. Alors ça ne se passe pas comme ça forcément dans la réalité, parce que dans la réalité on verra qu'on passe par des applications auxquelles ces entreprises qui déposent ces applications ont des règles d'usage, et bien vont vous identifier, elles vont même vous demander votre clé, enfin votre pièce d'identité. Ceci dit, on pourrait créer ça sans avoir besoin de passer par ces applications. Alors pour conclure sur la technologie en elle-même, en base de données, on a ce qu'on appelle un triptyque assez connu qui s'appelle le CAP, où les bases de données ne peuvent répondre qu'à deux critères, mais jamais les trois. Et la blockchain, elle a un peu des trois, elle est un peu au milieu. Donc elle casse un peu ça. Alors on peut faire tout un débat là-dessus avec des spécialistes, mais c'est vraiment l'idée générale où on a vraiment de la cohérence dans les données, de la disponibilité, de la distribution.
Tout à l'heure, on parlait de différents types de blockchain. Justement, on parlait de la blockchain publique, en tout cas des blockchains publiques. Tout à l'heure, on en a vu, il y en a à peu près 1500. Donc, on a un anonymat justement des personnes. On n'a aucune permission. Tout le monde peut être dessus sans avoir besoin de demander à qui que ce soit. Donc, c'est une gouvernance totalement décentralisée. On peut avoir une blockchain complètement à l'inverse, privée. C'est vraiment créé, souvent, elles sont utilisées par des grandes entreprises pour les mères et les filiales. On imagine bien quand une grande entreprise a plusieurs filiales dans plusieurs pays, ça peut servir pour elle à s'échanger des données. Mais même dans un grand groupe uniquement français, ils ont souvent racheté des entreprises où ils ont souvent des données provenant de leurs clients qui viennent d'autres systèmes et comment les sécuriser. Ça peut servir à ça aussi une blockchain. Quelque part, quand on met en place ce type de blockchain, c'est comme si on mettait en place un intranet dans une entreprise. Donc c'est exactement ça, pour s'échanger de l'information, en tout cas pour avoir de la confiance dans l'information. Et on a des blockchains de consortium, c'est-à-dire que plusieurs entreprises, un secteur d'activité peut décider d'avoir un registre en commun et de s'échanger des informations sur ce registre. Et on peut le voir ça dans les supply chains, justement pour alimenter, je ne sais pas, les œufs à Carrefour, et bien il peut décider à chacun de ses partenaires d'enregistrer des opérations pour retracer qui a mis quoi et qui a transporté quel œuf, est-ce que la chaîne du froid a bien été garantie jusqu'à la livraison de ces œufs bio, pas bio, peu importe. Voilà, donc une blockchain, depuis tout à l'heure, on parle qu'on peut écrire, on parle qu'elle est dupliquée, mais concrètement, comment on peut lire des données. Et en fait, pour lire des données sur une blockchain, c'est assez simple. Il existe plusieurs explorateurs de blockchain. Par exemple, pour la blockchain Bitcoin, ici, il y en a une, et on voit les différentes transactions. Et quand on clique sur une transaction, en tout cas dans un bloc, on voit ces différents. Alors, c'est un peu flou, mais on peut voir chacune des transactions et on sait que lui, on a donné plusieurs Bitcoins à plusieurs personnes. Et d'ailleurs, même quand on voit le gros montant, là, ici, c'était 17 000 Bitcoins, donc je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent, ou en tout cas qui avait une sacrée cagnotte dans son wallet. Voilà, donc et là c'est comme ça qu'on peut réussir à prouver qu'une opération existe bien, que ça a bien été envoyé, et on peut voir concrètement cette opération. Par contre, les données restent sécurisées, on ne sait pas qui est derrière lui, le public ne le sait pas. Donc on peut quand même s'échanger des informations de façon anonyme et des informations non publiques, dans le sens où on ne va pas aller voir exactement ce qui s'est échangé. Là, ce sont essentiellement des bitcoins. Et ça aurait pu être tout à fait autre chose et on peut avoir un autre protocole. Alors petite anecdote, attention, dedans dans une blockchain, et contrairement à ce qu'on a pu entendre, on ne va jamais mettre les fichiers en eux-mêmes, on va simplement mettre le hash d'un fichier. Vous vous souvenez tout à l'heure, un fichier c'est un hash, parce qu'imaginons qu'on veut mettre un film HD en Full HD en non compressé, ça prendrait beaucoup de taille et la base de données, il suffirait d'en mettre 3-4 de ces films, et là d'un coup ça serait impossible à l'avoir sur ces ordinateurs. Là on va mettre que le hash, donc ça veut dire que la donnée elle-même initiale, le film ou ce qu'on veut comme actif, il se trouve en dehors de la blockchain. Mais la blockchain va permettre à un moment donné de vérifier qu'il y a bien un transfert de ce fichier-là d'une personne à une autre. Et ça va permettre de vérifier, d'authentifier, alors le mot authentification version informatique et pas juridique, que ce fichier-là existe. Alors, est-ce que ça a un impact sur l'économie et les différents métiers? C'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas dans la vidéo au niveau de l'expertise comptable. Ça peut avoir un impact parce qu'on a besoin d'auditer les données, et avec un système comme celui-ci, on peut automatiser et en temps réel certaines données. Donc ça aura un impact sur la manière de gérer les métiers, ça aura un impact aussi à tous ceux qui sont tiers de confiance, et c'est pour ça que les banques ont un peu peur du Bitcoin et de la blockchain et qu'ils étudient beaucoup ceci, parce que quelque part ils ne font que de détenir un registre, en tout cas dans un de leurs métiers, et avec une blockchain, on n'a plus besoin d'une banque pour tenir un registre. Alors si une banque ne se limitait qu'à ça, qu'à tenir un registre, ça se serait, ils font aussi d'autres choses. Ils peuvent vous prêter de l'argent, justement, créer de la monnaie là-dessus. Et encore, là, c'est encore tout un débat. Mais en tout cas, ils ont aussi d'autres missions. Mais sur leur mission principale, comme un notaire, d'enregistrer l'information dans un registre, ce sont des opérations qui peuvent être automatisées et décentralisées, et ça sera un peu moins le rôle des notaires. Par contre, on se rend compte qu'on peut supprimer ce tiers de confiance pour cette opération-là, mais quelque part, si je vends mon bien immobilier, on imagine bien qu'un notaire a d'autres conseils. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'héritage ou de plein d'autres choses? Et un notaire sert aussi à ça. Donc, il a des missions de conseil. Voilà, donc on va changer un peu leur métier. Et au fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'échange d'informations entre des personnes ne posera plus de problème. Par contre, l'information qu'on va enregistrer dedans va avoir des problèmes, et cette confiance, ça va être faite sur la périphérie d'un réseau où au moment
où on va enregistrer une donnée, il faut que quelqu'un ait suffisamment qu'on ait suffisamment confiance en cette personne pour enregistrer des données. Et par contre, il y a des données où on n'a pas besoin de personne. Par exemple, des données, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IoT, il y a peut-être eu une conférence là-dessus, c'est tous ces objets connectés. Et effectivement, si on a un objet connecté qui est capable de capter des informations et après de les envoyer sur la blockchain, et bien après, il faudra étudier si cet objet-là est suffisamment fiable, techniquement, en termes de sécurité, etc., et qu'il envoie ces informations. Voilà, donc on déplace la confiance à la périphérie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président de l'Ordre des experts comptables, Philippe Aharou, a rédigé un livre qui s'appelle L'expert comptable et l'économie numérique. Et dans son livre, à un moment donné, je vous laisserai lire là, il a clairement parlé que ça peut avoir un impact sur son métier. Donc il en a fait un gros paragraphe, un gros chapitre sur la blockchain, et ce livre a déjà plus de 2 ans. Donc la profession commence à prendre conscience de ceci. Récemment, j'ai participé à un groupe de travail avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables à Paris. Est-ce que la blockchain aura un impact sur leur métier? Bon, maintenant, la blockchain, c'est bien beau, mais on va pouvoir voir des applications. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé que la blockchain, ce n'était qu'une base de données un peu particulière, un registre. Et si maintenant on se décidait que on fasse n'importe quel échange entre nous, mais on a juste une base de données, mais comment on fait pour y accéder? Comment on fait pour lire? On a vu qu'on avait besoin d'un explorateur, et c'est là où on voit qu'une application, quelle que soit l'application, elle dispose d'une certaine architecture. Et avant de voir les architectures d'applications, je vais vous montrer l'évolution des applications. Tout le monde a connu, enfin peut-être pas les plus jeunes d'ici entre vous, mais moi j'ai connu les premiers logiciels comptables faits sur des lignes de commande avec des écrans noirs et le texte en vert, enfin vraiment le stéréotype de ces vieilles applications. Et c'était des applications qui fonctionnaient vraiment sur un poste informatique, et l'ensemble des informations d'une application se trouvait justement sur ce poste de travail. Après, on a fait des applications un peu plus sexy avec une interface et on peut interagir avec, et ça c'est grâce à Apple, et puis après avec Windows où on a ces interfaces utilisateurs, et on a fait des applications toujours locales, Word, Excel ou même Ciel Compta pour ceux qui sont dans la comptabilité. Et ensuite on est allé plus loin, c'est-à-dire on a créé des applications où une partie de l'application se trouvait sur un serveur quelque part dans le cloud. À l'époque on appelait ça SaaS, mais quelque part c'est ce que nous on appelle maintenant cloud. C'est un service qui est déporté au fait, et quand on veut accéder à sa messagerie, en fait on a juste besoin d'un navigateur et d'une interface, et il y a un peu moins d'intelligence sur le navigateur, et toute l'intelligence se trouve sur le serveur. Et la génération suivante, c'était les applications un peu comme Uber. Alors des applications sur téléphone, donc ça a été assez innovant, mais c'est surtout des applications qui sont capables d'aller retrouver des informations sur d'autres services, chez d'autres prestataires. Et Uber justement avait besoin d'avoir une application, un service de map, de carte au sein de son application pour pouvoir guider les chauffeurs et puis permettre aux utilisateurs de se positionner. Et bien pour ça, Uber utilisait justement la cartographie de Google Maps. Et d'ailleurs même ils ont voulu racheter, ils ont racheté une autre cartographie parce que ça coûtait de l'argent que de donner des requêtes sur Google Maps pour savoir où je suis à chaque instant. Et bien la prochaine génération, et bien justement, elle intégrera dans cette application-là des données provenant d'un registre décentralisé. Et ça, c'est la prochaine génération. Donc là, ici, on est sur ce qu'on appelle des web apps. Là, on est des applications mobiles. Plus tard, ça sera des D-apps, applications décentralisées. On aura besoin de sécuriser les données qu'on dispose et que l'on a. Et si une application reçoit une information, on a besoin de savoir si elle est bonne, cette information, et si elle a bien été envoyée par le bon destinataire, enfin en tout cas celui qui a émis l'information. Donc l'architecture actuelle justement des applications, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, elle est assez simple. On a une interface qui permet de communiquer avec l'être humain. On a un endroit où on a des algorithmes, là ici un langage informatique C++, et on a une base de données. Tout à l'heure on avait vu qu'il y avait différents types de bases de données, et le registre c'en est une. Et bien justement, ici, il y a un petit malin qui s'appelle, un petit génie de l'informatique qui s'appelle Vitalik Buterin, qui a créé un autre en tout cas une autre brique dans la blockchain qui s'appelle Smart Contract. Ce sont ces algorithmes. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait que 3 là-haut. Maintenant là il y en a un 4e, donc c'était pour les plus attentifs d'entre vous. Et lui il a rajouté ça, et il a dit au lieu d'avoir juste une simple base de données, enfin un registre où c'est un peu bête, eh bien on va pouvoir ajouter au-dessus une couche algorithmique qui peut être très sécurisée.
avec ce mécanisme justement de décentralisation. Et c'est ce qu'il appelle justement les smart contracts, et ça c'est intégré à la blockchain justement Ethereum. Maintenant il existe plein d'autres blockchains qui utilisent aussi ce système de smart contracts. Ils n'appellent pas ça forcément smart contract, mais c'est le même principe. Et ça s'exécute dans un monde déterministe. Alors je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais l'idée c'est qu'on est sûr que quand quelque chose fonctionne, en tout cas on va envoyer une information à un contrat, à un algorithme, et comme il y en a plein qui va le faire, bah, le résultat final doit être exactement le même. Mais si dans l'algorithme, on demande à un moment donné de sélectionner un chiffre aléatoire, eh ben, on se rendra bien compte que chacun va donner un chiffre aléatoire différent et donc à la fin avoir un résultat différent. Donc il y a des limitations dans ce type d'algorithme, mais on peut faire quand même pas mal de choses sympas. Et ben, par exemple, une chose très simple, il y a Paul qui donne toujours un bitcoin à Alice sans smart contract. Il suffit simplement de l'écrire dans la base de données et dans le registre de la blockchain. Mais si maintenant on dit aujourd'hui, si la température est supérieure à 20 degrés, et ben moi je pourrais par exemple vous donner un bitcoin à chacun. Donc je précise que je n'ai pas, mais on pourrait faire ça. On pourrait dire, bah en plus ça tombe bien, il fait plus de 20 degrés, vous avez de la chance. Et ça serait possible. Et là on met une condition justement. Et là cette condition, qu'est-ce qui fait que c'est possible à l'exécuter? C'est grâce à ce smart contract, à ce programme informatique. Alors ceci dit, ici il faut savoir que si la température extérieure est supérieure à 20 degrés, n'oublions pas qu'il y a un programme informatique, en tout cas dans ce type de programme là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un simple algorithme avec des si alors sinon, il a besoin à un moment donné d'une information qui est 20 degrés. Et qui va lui donner ce 20 degrés? Eh ben, on pourrait décider ensemble, ou en tout cas entre deux personnes qui auraient développé ce smart contract, qu'on aurait quelqu'un d'extérieur qui va nous donner ce chiffre-là. Et ça pourrait être Météo France. Via justement son web service, on peut l'interroger, quelle température il fera. Et ensemble, on décide que ce service-là extérieur nous donne cette information de 20 degrés. Et on décide de façon consensuelle que cette donnée-là, on a confiance. Et c'est ce qu'on appelle un oracle. Justement, et vous avez certainement entendu parler des oracles au sein de la blockchain, c'est un service extérieur qui va l'informer, qui va les donner, transmettre des données pour justement exécuter des smart contracts. Alors là, ici, j'ai développé un petit smart contract, mais pas du tout en version informatique, en version textuelle, pour vous montrer l'intérêt d'un smart contract aussi. Je ne sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne devez peut-être pas connaître, mais le jeu du Schmilblick a été inventé par un certain humoriste français, où le but du jeu, c'était de retrouver un mot. Alors imaginons que moi, j'ai développé ce smart contract, et j'ai un mot justement que j'ai en tête. Je dirais pas blockchain par exemple, et donc c'est mon mot caché, et j'ai différentes données en entrée, donc le mot caché, le mot du joueur, parce qu'après le but de ce jeu c'est que si vous trouvez mon mot caché, vous gagnez la cagnotte, mais par contre pour jouer, vous apportez quand même un peu d'argent, un peu comme un mécanisme de loto. Et donc vous pourrez définir votre mot, vous pourrez envoyer votre mot, et s'il correspond au mien, vous gagnez. Donc là comment il fait le jeu, et là on a différentes données entrantes. Après on a des événements, on sait quand est-ce qu'un joueur a donné un mot, quand est-ce qu'il joue. On sait s'il y en a un qui a gagné ou pas. Et ça va envoyer des événements comme ça à des interfaces justement, pour savoir qui a gagné ou non. Et là, l'algorithme est très simple, c'est je compare le mot du joueur au mot caché, et si c'est correct, si c'est exact, si c'est vrai, je transfère la cagnotte à la personne qui a joué. Et si c'est faux, justement, on prend l'argent que la personne a joué pour la mettre dans la cagnotte. Donc voilà, donc là, on a un algorithme. Et il est très simple, et en plus, il permet à tout le monde, comme ici, d'aller auditer de façon autonome cet algorithme. Donc quelque part, on n'a plus besoin d'un huissier qui va aller contrôler à chaque fois qu'un joueur va jouer, ce qu'il a dit est vrai, et qu'il puisse le comparer avec le mot caché. Et donc là, on peut créer des contrats entre nous, où on peut auto-auditer ce contrat. Donc ça vous va bien, vous avez bien compris? Bon, c'est super, donc on va pouvoir lancer ce jeu. Sauf que, vous n'avez pas remarqué, il y a une petite erreur. Et la petite erreur, pardon? Ils sont deux, non? Justement qu'il y a plus d'intermédiaires pour pouvoir vérifier si... Alors oui, il faut être au minimum 2 pour pouvoir vérifier ce smart contract, mais moi j'aurais pu le mettre. Mais la petite erreur que j'ai mise, c'est pas du tout un bug, c'est une volonté justement de ne pas mettre cette erreur, c'est que moi aussi je peux jouer. Et je ne me suis pas interdit dans le smart contract de jouer. Donc j'attendrai que vous jouez bien, que vous me mettez des bitcoins, et au bout d'un moment, je dis tiens, j'ai joué.
Et voilà, je suis un petit tricheur. Mais vous avez audité le contrat, donc il n'y a pas de problème. Vous l'avez validé et vous avez signé comme à la fin avec le RGPD. J'ai tout compris, les conditions générales de vente. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des petits problèmes là-dessus sur l'exécution des smart contracts et la manière justement de les développer. Il faut savoir que ça, on peut en rigoler, mais il s'est avéré que sur la blockchain Ethereum, des personnes ont perdu comme ça plusieurs dizaines de millions d'euros. Et comment? Eh bien justement, ce sont des personnes qui sont mis une cagnotte en commun pour faire un fonds d'investissement, pour pouvoir investir dans des startups. Et il s'est avéré que ce fonds en commun, il y avait un petit bug. En tout cas, on a mal programmé un des smart contracts et un petit malin informatique, il l'a trouvé. Et il s'est dit, tiens, je vais l'utiliser, je récupère les fonds. Alors, il ne pouvait pas récupérer les fonds comme ça d'un coup, mais il fallait qu'il boucle. Et il a fait ça un vendredi soir où tout le monde était parti pour le week-end. Et il a pu siphonner sur l'ensemble du fonds quasiment 30 à 40% du fonds. Donc, ça représentait, je crois, 30 à 40 millions de dollars. Enfin, c'était vraiment énorme. Donc, ça a fait l'effet d'un cataclysme au sein de la blockchain. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, il s'est avéré que l'ensemble des personnes qui détenaient les nœuds, eh bien, ils ont cassé les derniers blocs. Ils sont revenus un bloc en arrière, enfin plusieurs blocs en arrière, pour supprimer justement ces transactions. Donc comme quoi c'est possible quand même de revenir en arrière, mais vous imaginez le consensus, le cataclysme, le tremblement de terre au sein de cette communauté. Et ça a créé tellement un tremblement de terre que la blockchain Ethereum s'est même scindée en deux, et qu'il y a des puristes qui ont dit, non, ici c'est un code informatique, the code is law. Pour eux, le code est la loi, c'est pas le code civil, mais c'est le code informatique. Et pour eux, on n'y déroge pas. S'il y a un bug, tant pis. Les gens ont joué, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est bien, il fallait faire attention. Et les autres se sont dit, quand même, la personne qui a siphonné ce fonds-là, c'est quand même pas très légal quelque part, même s'il y a eu un problème comme celui-ci. Alors il s'est avéré que la personne qui a siphonné les fonds, il a dit que si vous m'enlevez l'argent, moi je vous attaque en justice parce que the code is law. Le code et la loi, c'est un contrat qu'on a défini entre nous. Bon, après, il l'a pas fait, mais il a quand même ses fonds. Alors, ses fonds ont été traqués, je pense qu'il n'a pas intérêt à les ressortir, il aura du mal. Mais on voit que c'est quand même dangereux. Donc, il faut des personnes compétentes pour comprendre ce type de code. Alors dans une application, tout à l'heure justement on parlait d'une application à plusieurs couches avec l'interface, on est sur son smartphone, on peut échanger comme ça des bitcoins ou des choses, et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'information, comment elle transite? Et bien en fait son smartphone va aller envoyer des données à un smart contract qui aura quelques règles métiers comme on a vu tout à l'heure pour notre jeu Schmilblick, qui va pouvoir aller mettre dans le registre justement soit la cagnotte ou en tout cas le transfert de cagnotte, mais qu'après derrière on pourra avoir un web service tout à fait classique qui fait partie d'une application classique et récupérer aussi ces informations, et dans des entreprises ça peut servir justement pour sa comptabilité, sa facturation ou plein d'autres informations. Donc l'information circule un peu différemment, mais en fait c'est simplement comme on disait tout à l'heure quand on arrive sur Uber, on demande des informations à un Google Maps. Ici on va aller demander à un programme informatique pour lequel j'ai confiance et j'ai pu auto-auditer, enfin avoir un audit dessus, d'exécuter soit un transfert d'actifs, en tout cas ce qui correspond à mon métier. Voilà, donc là je vais vous faire tout de suite un petit exemple d'application, et le premier qui me paraît tout à fait logique, c'est un portefeuille électronique. Donc toujours Bob qui veut donner à Alice. Comment ça se passe? Eh bien sur son téléphone, il va télécharger une application comme n'importe laquelle sur les stores des différentes entreprises, par exemple ici pour Apple. Et après cette application va aller communiquer avec justement le smart contract de la blockchain, par exemple Ethereum. N'oublions pas, on peut être aussi sur notre jeu du Schmilblick tout à l'heure. Et il va aller dire, Bob, voilà, je donne un unité ou un bitcoin justement à Alice. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans un système tout à fait bancaire classique et que dans son application, on télécharge l'application de sa banque et qu'on veut lui envoyer des informations, sa banque va passer par une base de données centrale qu'on appelle chambre de compensation, et entre les deux registres, parce que si c'est pas la même banque, il faut bien s'échanger, c'est 1 euro à un moment donné. Et les chambres de compensation servent à synchroniser des bases de données où chacun est géré dans son silo et dans son domaine. Eh bien la blockchain, elle casse ces chambres de compensation, elle casse même les bases de données des banques, et ça peut être justement le fameux Bitcoin ou l'Ethereum. Et derrière, on a juste besoin d'une application qui va aller faire exactement la même chose. Et c'est un smart contract qui va aller vérifier si tout se passe bien. Alors ici, ce schéma n'est pas totalement vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut être légitime. Donc on va rajouter justement les clés.
Et en fait, la fameuse clé, où est-ce qu'elle se trouve, cette clé privée? Elle se trouve dans le téléphone. Et d'ailleurs, les téléphones sont quasiment les outils les plus sécurisés, où on a besoin de notre empreinte ou de notre visage justement pour se connecter au téléphone. C'est quasiment les outils les plus sécurisés pour garder sa clé. Mais sa clé, on pourrait la mettre sur une clé USB et après la brancher sur son ordinateur et une application qui la lit au moment où on a besoin de transférer. Donc on peut même rendre une clé physique où dedans on a la clé numérique, sa clé privée. Et voilà, et donc après les smart contracts vérifient en fonction de certaines conditions et on peut s'échanger justement son bitcoin ou son unité. Et après, on peut faire même différemment, c'est qu'on pourrait même avoir une application bancaire où dedans on aurait des euros, des dollars, mais aussi des bitcoins. Et dans la même application, on pourrait avoir différents services et donc faire appel à différents justement smart contracts. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des applications sur le web, et d'ailleurs c'est un Français qui avait créé une application comme ça qui est parti au Japon, quasiment au début du Bitcoin, enfin au début il y a quelques années, et c'était une application où on pouvait s'échanger des bitcoins. Et au lieu d'avoir là-bas la clé dans son téléphone ou dans son navigateur, on avait la clé chez lui. Donc c'était devenu un tiers de confiance et c'était comme un peu un Gmail, c'est-à-dire on pouvait s'échanger là-dessus. Le problème, c'est qu'il représentait quasiment 80% des transactions Bitcoin à cette époque. Il y a des petits malins qui se sont amusés à attaquer le système de cette personne et ils ont réussi et ils ont récupéré toutes les clés des personnes et ils ont raflé l'argent de toutes ces clés-là. Donc la clé est vraiment importante. Ok. Voilà, donc un autre exemple de système d'information. Nous, dans notre startup Postomi.io, nous nous chargeons d'améliorer le traitement de la facture, qui est la matière première justement de la comptabilité. Et notre problème qu'on a pu détecter, c'est que les systèmes d'information des entreprises, ils sont enfermés dans des silos parce qu'elles ont chacun leur base de données. Et comment on fait pour synchroniser des données, donc une facture, comment on sait qu'elle a été enregistrée en face chez l'utilisateur? Il y a ça, mais en plus une facture, elle a un cycle de vie. On l'envoie, on la reçoit, on la valide. Et puis il y a un nombre d'acteurs importants. Il n'y a pas que l'acheteur et le vendeur. Il y a aussi les experts comptables, les éditeurs de logiciels. Il peut même avoir les facteurs. Ce sont les entreprises qui financent les factures ou les assureurs, voire même les banques, puisqu'après il y a quand même un flux financier autour d'une facture. Et tout ça intervient quelque part dans le système d'information, ou en tout cas dans le cycle de vie d'une facture. Et donc, si on fait un focus justement sur l'identité, au début on envoie, le vendeur il veut être certain que c'est bien son client. Et l'acheteur, lui, veut être certain que c'est bien son fournisseur qui lui envoie des factures. Ça peut paraître un peu idiot comme ça, mais sachez qu'il y a à peu près 1 an et demi, Google et c'est Facebook aussi ont perdu plusieurs dizaines de millions d'euros parce qu'ils ont payé des fournisseurs qui n'existaient pas. Et c'était des petits malins qui se sont amusés à changer leurs factures avec un Photoshop, voire même avec un Word. Et en interne, ils avaient des procédures pas assez sécurisées. Et comme ça, on peut perdre. Et alors, bien sûr, là, on parle de factures interpays, etc. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Avec la blockchain, quand on reçoit une facture, on peut être certain que c'est lui qui envoie la facture grâce justement à cette clé privée. Donc la blockchain par rapport à la facture, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle permet d'identifier les acteurs, elle permet d'horodater la donnée. Ça c'est bien pour les impôts, pour se dire on évite de modifier les factures pour payer moins de TVA, etc. Et puis elle permet de partager aussi la donnée, celle qui est sécurisée. Voilà, et donc avec les smart contracts, l'acheteur et le vendeur vont pouvoir étendre leur système d'information et avoir des smart contracts en commun, mais même des tiers, et dans ces smart contracts communs, de gérer leurs règles métiers. Et résultat, tout à l'heure, on avait plein de flèches, et bien quelque part, le smart contract qui peut être accessible dans tous les systèmes d'information va pouvoir gérer le cycle de vie d'une facture. Donc l'échange de factures, il est très simple. Ah oui, je voulais faire un autre schéma, c'était pas celui que je voulais, c'était pas la dernière version, bon c'est pas grave. Mais l'idée c'est que quand on est dans son logiciel de facturation, il dispose de cette clé qui prouve que c'est bien moi et qui va l'envoyer à mon client, en tout cas à l'acheteur, et l'acheteur saura que c'est bien moi. Et avec un mécanisme comme le nôtre, en fait, on pourrait avoir cette métaphore, c'est comme si on savait quelle personne avait imprimé dans quelle imprimante à quel étage de l'entreprise et qui l'a sorti, qui l'a mis dans l'enveloppe et ainsi de suite. Et on a toute cette traçabilité. Voilà, donc rapidement un petit état des lieux d'autres types d'applications qu'on peut avoir. Par exemple, on pourrait mettre des diplômes sur la blockchain.
On voit bien que certains recruteurs ont des difficultés à vérifier certains diplômes et que certains arrivent à se faire embaucher en trafiquant des diplômes universitaires, des masters ou autres. Eh bien, on pourrait faire en sorte de sécuriser ceci, et parce que c'est l'université qui pourrait justement mettre en place ce diplôme. Ça sert aussi avec la supply chain, avec la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers. Nous travaillons avec eux sur la lettre de véhicule électronique. C'est-à-dire, vous savez, quand on envoie un colis, ça passe par un transporteur qui passe par un centre de tri ou d'échange, et ainsi de suite. Il faut pouvoir tracer tout ça. Et il existe une norme internationale qui s'appelle la lettre de véhicule. J'ai fini. Oui. Donc, ce qu'on va faire pour l'organisation, c'est que on aura un verre ensemble et on va poser une question pendant ce temps convivial, sinon on va... Très bien. J'en ai pour 2 minutes, si ça te convient. Je vais présenter 2 autres systèmes. Les assurances. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit que si la météo était supérieure à 30 degrés pendant 30 jours, eh bien, un agriculteur peut se faire indemniser. Eh bien, je crois qu'il y a Air France avec une assurance. Si un avion arrive en retard, eh bien, automatiquement, on va pouvoir être remboursé. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser une blockchain? Ça permet à une assurance d'avoir des assurances qu'on appelle paramétriques, assez simples à mettre en place. Mais le coût de fonctionnement de ce type d'assurance est égal à 0, quasi. Il n'y a pas besoin d'un humain derrière pour savoir si l'avion est en retard et puis de se dire je vais faire l'ordre de virement. Là-dessus, tout peut être fait directement et en automatique. Et le financement aussi, je suis sûr que vous avez entendu parler des ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire beaucoup de startups qui proposent justement des jetons, des tokens, de la crypto-monnaie pour pouvoir se faire financer. Et donc ça, c'est un peu d'actualité. Et justement, c'était ma partie où je pouvais finir sur l'ICO, mais on peut s'arrêter là et échanger autour d'un verre s'il le faut. Alors nous, on a réalisé une étude de marché, savoir quels étaient les besoins des entreprises, savoir si la technologie blockchain était idéale pour répondre à ces besoins. Alors il faut savoir que les entreprises n'achètent jamais une technologie, ils achètent un service, une value proposition, en tout cas une valeur qui a un bénéfice pour eux. Et la blockchain va permettre justement d'apporter ce bénéfice pour la sécurisation justement des différents acteurs dans une facture. Mais ça va permettre de raccourcir aussi un peu les délais de paiement. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on leur apporte. On a réalisé un POC, c'est-à-dire une preuve de concept technique. On est en train de réaliser un prototype et on va pouvoir le tester. Tout à l'heure on avait dit la FNTR, mais on a aussi d'autres entreprises auxquelles on va pouvoir tester ça. Nous sommes incubés au B612, l'incubateur de la Caisse d'épargne, et on travaille aussi avec eux, leur service comptable. Donc on a pas mal de petits projets où on va pouvoir tester. Ceci dit, où on en est, il nous reste un frein évident, c'est au niveau législatif. À l'heure actuelle, est-ce que les formats de facture électronique proposés par le Code général des impôts nous permet d'utiliser la blockchain? Alors on dirait oui et non. On a fait pas mal d'études juridiques là-dessus et en fait on est allé beaucoup plus loin en tant que start-up. On a répondu très récemment à un appel à projet du gouvernement qui s'appelle France Expérimentation et nous on n'a pas eu froid aux yeux, on leur a demandé de créer un nouveau format de facture électronique qui soit basé sur la blockchain, de pouvoir tester ce format-là. Et bon, la réponse, ça sera en fin d'année, c'est très long comme processus. Mais si c'est le cas, on aura un article de loi dans le Code des impôts qui nous dira vous pouvez tester ça. Et là, ça va nous ouvrir tous les champs de possibilités pour innover. Donc on croise les doigts pour que ça avance là-dessus. Okay,